Depuis ce 1er janvier 2018, les nouveau-nés se voient obligés de recevoir 11 vaccins en quelques injections seulement. Les pouvoirs publics ont décidé de rendre obligatoire 8 vaccins supplémentaires qui étaient auparavant juste recommandés en France chez l'enfant de moins de 2 ans alors que leur système immunitaire n'est pas encore mature. Ce sont donc ceux contre la coqueluche, l'Haemophilus influenza B, l'hépatite B, le méningocoque C, le pneumocoque, la rougeole, les oreillons et la rubéole. Ils viennent compléter les 3 vaccins qui étaient déjà obligatoires, qui étaient la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. Donc, il existe des formes combinées de vaccins, c'est-à-dire qu'une seule injection, par exemple le trivalent, couvre la rougeole, les oreillons et la rubéole. Donc, 11 injections ne sont pas nécessaires et ces 11 vaccins sont donc indispensables si votre enfant veut être inscrit à l'école, à la crèche ou dans un centre de loisirs, peu importe, un endroit public. Et malheureusement, la clause d'exemption qui rendait possible aux citoyens de ne pas adhérer ou d'adhérer plus tard comme bon leur semble à cet accord n'a pas été retenue par le gouvernement et on va essayer de savoir pourquoi. Donc sur ce calendrier, on peut voir les nombreux vaccins qui sont à faire avant l'âge de 18 mois. C'est clair que ça fait beaucoup, surtout si on rajoute les rappels. On est donc devenu le pays détenteur du record des obligations vaccinales en Europe, comme en Italie par exemple, 12 vaccins étaient obligatoires depuis la rentrée 2017, mais que le nouveau gouvernement italien vient de suspendre. Mais il y a beaucoup de pays d'Europe qui n'imposent aucun vaccin. L'une des raisons invoquées pour laquelle ces vaccins recommandés sont devenus obligatoires est que le nombre de cas de rougeole a beaucoup augmenté depuis fin 2017 à cause d'une couverture vaccinale insuffisante chez les nourrissons. Donc entre 2012 et 2016 c'était en baisse et là hop, 2017 ça augmente énormément. En tout cas ils n'ont pas perdu de temps pour imposer cette loi. Cette année 2018, 3 personnes sont décédées de la rougeole en France, maladie qui ne peut bien sûr être bloquée que par la vaccination. Donc pour éviter une épidémie, Madame Buzyn, la ministre des Solidarités et de la Santé, a tenu à nous sauver de ça. Les Français sont de plus en plus réticents en ce qui concerne les vaccins. En 2016, ce sont 41% des Français interrogés pour une étude internationale qui estimait que les vaccins n'étaient pas sûrs. Les gens commencent à se méfier des laboratoires et surtout de Big Pharma, on va se le dire. Ils sont de plus en plus nombreux à les accuser de privilégier la rentabilité à la santé des personnes et des enfants. Certains voient ça comme un viol de la démocratie. Et concernant les parents qui ne veulent pas faire vacciner leurs enfants, écoutez Madame Agnès Buzyn. Les familles qui disent non seront sanctionnées ou pas? Alors, pas de sanctions pour les familles qui disent non. Je refuse les sanctions. L'objectif de cette mesure n'est pas de sanctionner. C'est vraiment de rendre la confiance dans les vaccins, parce que quand les vaccins sont obligatoires, les gens sont en confiance. Et donc, simplement, je veux rendre la confiance par l'obligation. Et il n'y aura pas de sanctions évidemment pénales ou une amende pour les personnes qui ne seront pas vaccinées. Par contre, il existe une mesure générale concernant la protection des enfants. Donc ça, c'est la loi. En général, les parents sont censés protéger leurs enfants. Ils pourront être poursuivis. Et donc, si un enfant, un jour, se retourne contre ses parents parce qu'il a un handicap, parce qu'il n'a pas été vacciné, qu'il est amputé, par exemple, à la suite d'une septicémie à pneumocoque, eh bien, si cet enfant se retourne contre ses parents, légalement, il a le droit de mettre en cause pénalement ses parents. Et là, les parents sont susceptibles d'avoir 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Mais c'est une mesure de protection de l'enfance générale. Donc l'objectif est de rendre aux gens la confiance dans les vaccins en les forçant. D'accord. Ce qui fait que les gens se révoltent aussi, c'est la présence de sel d'aluminium comme adjuvant dans de nombreux vaccins, donc pour stimuler la production d'anticorps dans l'organisme. Donc c'est une technique utilisée depuis très longtemps, depuis 1926, et des études ont prouvé que l'aluminium ne se dissolvait pas automatiquement dans les tissus et qu'il ne restait pas nécessairement dans l'endroit où il a été injecté. Il peut se déplacer vers d'autres organes. Écoutez ce que dit à ce sujet
sujet le professeur Gherardi. Une petite minorité de patients qui présentaient tous des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, une fatigue chronique inexpliquée, des troubles de la mémoire, des troubles de l'attention, des troubles du sommeil. Ces patients donc, qui ont ce qu'on appelle un syndrome de fatigue chronique au sens large présentaient dans leurs muscles la persistance de l'adjuvant des vaccins à l'intérieur de leurs cellules immunitaires pendant de très nombreuses années, jusqu'à 12 ans, 15 ans après le vaccin. Alors, puisque de fait, l'aluminium est utilisé comme adjuvant. Alors, professeur, je veux dire, on a du fer dans le corps. On peut avoir de l'aluminium. C'est mauvais, l'aluminium? Ah ben c'est très mauvais. Ah bon? L'aluminium, c'est un indésirable absolu dans les métabolismes du vivant. On a ignoré qu'il était dangereux parce qu'on pensait qu'il était rapidement éliminé de l'organisme après son injection. Et nous avons maintenant la preuve absolument certaine que ça n'est pas le cas. Et notamment, chez certains individus à risque, ils n'arrivent pas, tout simplement pas, à débarrasser leur système immunitaire de cet adjuvant. C'est qu'il ne reste pas localisé à l'endroit où on l'injecte, mais il est transporté par les cellules de l'immunité à distance, vers les ganglions, vers la rate et éventuellement vers le cerveau. Ça a été montré en conditions expérimentales de façon certaine. Vers le cerveau. Vers le cerveau. Et donc, dans le cerveau, il est spécialement indésirable parce que c'est un neurotoxique connu de très longue date. Donc, comme d'habitude, je vous mets la vidéo complète dans la barre d'informations sous cette vidéo. Il y a des personnes qui seraient donc plus à risque que d'autres d'attraper des maladies importantes à cause de l'aluminium, ou tout simplement l'aluminium pourrait être un facteur aggravant à une maladie. Ça serait donc un comble pour un vaccin qui est quand même supposé nous protéger contre les maladies. Mais l'aluminium n'est pas le seul indésirable présent dans les vaccins malheureusement. Des chercheurs italiens ont publié une étude en janvier 2017, étude que je vous mets aussi en barre d'infos. C'est pas en italien mais c'est en anglais, vous allez pouvoir le traduire. Ils ont analysé 44 types de vaccins commercialisés en France et en Italie et leurs analyses ont permis, selon eux, de faire apparaître des nanoparticules qui ne sont pas déclarées dans la composition des vaccins. Ces substances peuvent être nocives à certaines doses et le seuil semblerait être atteint selon ces chercheurs-là. Le pharmacien Serge Rader l'a confirmé lui aussi. Moi je préconise la désobéissance civique, tant qu'on n'a pas la réponse à nos questions. Je viens de sortir un livre où on montre que tous les vaccins humains sont bourrés de nanoparticules toxiques. Elles sont tellement toxiques qu'il y a 48 000 morts annuelles en France de la pollution atmosphérique due aux nanoparticules de diesel, d'essence, etc. Et là, il y en a plein dans les vaccins et les autorités ne bougent pas. En plus de l'aluminium, en plus du mercure, qui est nécessaire. Les dérivés mercuriels sont nécessaires pour la conservation du vaccin dans le temps. Mais ils ne sont pas dans les ingrédients. Et on ne fait rien. Taisez-vous, le business doit se faire, le chiffre d'affaires 42 milliards cette année, voilà, on ne doit pas toucher au lobby. Et il s'agit de la santé des enfants. On ne peut pas fermer les yeux sur 8000 nouveaux cas d'autisme par an qui sont détectés à 2 ans, diagnostiqués à 2 ans et demi, 1500 maladies de vie barrées, des diabètes insulinodépendants chez des nourrissons qu'on n'a jamais vus. Je rappelle que pour l'autisme, on était à 1 cas sur 10 000 il y a une trentaine d'années, on est à 1 cas sur 100 actuellement. Et personne ne se pose la question. Or, un bébé à 2 ans diagnostiqué autiste, à part boire du lait et prendre des rafales de vaccins, voilà. Sinon, on est dans l'obscurantisme que le lobby veut nous accuser, alors que l'obscurantisme, il est de l'autre côté. Il parle d'un chiffre d'affaires de 42 milliards d'euros. Le LEM, un syndicat professionnel qui représente l'ensemble des industries pharmaceutiques qui exercent sur le territoire français, a publié un document que je vous mettrai également en barre d'infos, qui date de 2012 mais qui donne quand même une excellente idée d'à quel point c'est lucratif. Il stipule effectivement que l'industrie du vaccin apparaît comme un des secteurs les plus dynamiques de l'économie de la santé. C'est sûr qu'en rendant obligatoire 8 vaccins supplémentaires pour les bébés, le ministère de la Santé sert les intérêts des laboratoires pharmaceutiques. Et les bilans annuels des fabricants de vaccins montrent une rentabilité très forte. Si on prend l'exemple de Sanofi Pasteur, qui distribue le vaccin hexavalent, donc diphtérie, tétanos, hépatite B, etc., leur chiffre d'affaires a progressé de 37% de 2011 à 2015. Je vous en avais touché un mot dans ma vidéo de Serge Mona, que je vous mettrai juste ici.
Le journaliste d'enquête parlait déjà en 1993 des dangers de combiner plusieurs vaccins alors que les Québécois étaient victimes de vaccination massive. Je vous en remets un court extrait ici. Parce que je parlais des différents développements au niveau de la recherche militaire produite par la CIA aux États-Unis au niveau des vaccins, des choses comme ça. Et j'ai dit, écoutez, il ressort des enquêtes et des résultats obtenus à date qu'il est possible d'administrer un vaccin à l'intérieur duquel il semble rien y avoir en apparence et qui ne soit pas offensif pour la santé d'aucune manière. Mais par contre, le même vaccin, à cause de son contenu mal défini, mis en relation 1 an ou 2 ans plus tard avec un autre vaccin qui lui aussi semble inoffensif à première vue, les deux combinés ensemble vont produire des problèmes invraisemblables. Et j'ai su dernièrement qu'il était possible, sans que ça puisse être décelé nécessairement au niveau d'analyse scientifique, il était possible de couper en deux un cristal liquide, d'en mettre une partie dans un vaccin, 1 an ou 2 ans plus tard, la deuxième partie se retrouve dans un autre vaccin. La combinaison des deux avec les informations que je possède au niveau des cristaux liquides permet le contrôle direct des individus via satellite en vue d'en arriver à un moment donné à un contrôle politique absolu sur les populations. Voilà. En faisant le vaccin contre l'hépatite B, par exemple, qui est maintenant rendu obligatoire, ainsi que les rappels, plusieurs personnes présentent maintenant des troubles physiques assez handicapants, merci, comme par exemple des douleurs musculaires ou une fatigue généralisée qui t'empêche clairement d'avoir une vie sociable normale, même de travailler. Une maladie qu'on appelle myofascite à macrophage arrive à certaines personnes qui sont génétiquement prédisposées au sel d'aluminium utilisé comme adjuvant dans la plupart des vaccins injectables par voie intramusculaire. Le vaccin contre l'hépatite B, lui, est accusé de tuer les cellules du foie, alors qu'il est supposé au contraire protéger contre une maladie du foie. De faibles doses de vaccin contre l'hépatite B avec comme adjuvant l'aluminium entraînerait la perte de l'intégrité mitochondriale. Donc les mitochondries sont des petites structures présentes dans les cellules de l'organisme. Elles transforment notamment le glucose en une particule énergétique utilisable par les cellules. Donc si elles sont touchées par l'aluminium, elles ne pourraient plus fonctionner correctement. Il y a peut-être beaucoup de personnes dans le monde qui ont été sauvées grâce à un vaccin, mais qu'on ne nous dise pas que les effets secondaires des vaccins ne sont que des choses bénignes qui disparaissent rapidement. On nous dit officiellement que les vaccins nous font produire des anticorps et que ce sont ces anticorps qui vont nous protéger des maladies. Mais c'est évidemment bien plus complexe que ça. Il y a des gens qui ont contracté une maladie malgré les anticorps présents dans les vaccins. Il y a des gens qui ont été vaccinés et qui pourtant ne produisent pas d'anticorps, donc ils ne sont pas protégés. Une personne vaccinée peut encore porter un pathogène, rester contagieuse et le transmettre à l'entourage alors qu'elle-même est protégée. Donc ce n'est pas non plus parce que des anticorps sont présents dans l'organisme qu'il y a automatiquement protection efficace. La vaccination ne renforce pas nécessairement notre système immunitaire, puisque les anticorps ne représentent qu'une partie de tout le processus immunitaire. En te faisant un vaccin, on t'injecte en quelque sorte une version affaiblie d'une maladie. Donc tu vas produire des anticorps face à la maladie en question et donc par après être immunisé, c'est-à-dire que tu ne contracteras plus cette maladie. Mais avec la vaccination, on a souvent affaire à plus d'une maladie à la fois, comme avec l'exemple du vaccin rare, rougeole, oreillon, rubéole en un seul vaccin, mais jamais une personne, un enfant ou autre ne va contracter naturellement ces 3 maladies-là à la fois, encore moins un nouveau-né. Donc cette façon de faire met donc une pression supplémentaire sur notre système immunitaire naturel. Les autorités publiques jouent beaucoup sur le terme de santé publique. Si tu ne te fais pas vacciner pour toi-même, pense au moins aux autres, va te faire vacciner pour les autres. Ne sois pas égoïste, voyons, en ce qui concerne les maladies contagieuses. Quand on vit en société, je l'entends et je le comprends très bien. Avant, les 3 vaccins obligatoires ne protégeaient que ceux qui se vaccinaient, mais aujourd'hui on veut vacciner tout le monde, même ceux qui ne seraient pas ou peu susceptibles de contracter l'une des maladies en question dans cette massive vaccination. Donc on vaccine des nouveau-nés contre la rubéole, même si cette maladie est inoffensive pour eux,
parce qu'on pense aux femmes enceintes qui ne doivent pas attraper ce virus. Ça serait comme dangereux pour leur fœtus. Tout comme on vaccine les petites filles contre les oreillons pour protéger les garçons pubères d'inflammation des testicules. L'idée de vacciner les enfants contre la grippe, alors qu'à cet âge ça se soigne très bien, est pour éviter la propagation du virus, dans le sens que les personnes de plus de 65 ans ont un système immunitaire affaibli, donc le vaccin est moins efficace sur ces personnes. La grippe peut devenir quelque chose de très grave pour elles, elles peuvent en mourir. Donc on les vaccine en masse contre la grippe, mais les résultats ne peuvent pas être satisfaisants sur les personnes de plus de 65 ans. Donc on décide de vacciner les plus jeunes. Il n'y a pas de solution parfaite. Toujours est-il que ce sont les gouvernements qui mettent ça en place et que personnellement je n'ai confiance en aucun gouvernement. On est supposé être en démocratie et pouvoir avoir notre libre arbitre, mais ça a l'air qu'avoir son libre arbitre c'est être égoïste. C'est un sujet tellement vaste, je vais m'arrêter là en vous recommandant comme d'habitude de faire vos recherches là-dessus. Informez-vous au maximum parce que c'est très important. Moi, je suis pas une spécialiste, je vais juste vous donner le résultat de mes recherches. Voilà, bye tout le monde.